Merci Sylvano pour la belle invitation. Merci aussi au reste du groupe de m'accueillir. Merci aussi pour les déplacements la semaine dernière. C'était impossible pour moi de rassembler les forces et l'énergie, le talent pour ramasser les quelques images que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai pas eu plus de temps au final, mais bon, néanmoins, je suis néanmoins ici avec un texte et quelques images. Je vous avertis d'office, c'est vraiment d'une communication plutôt hands-on, assez concrète, ce que j'appelle une sorte de show and tell performatif, où je vais essayer de vous montrer en gros un maximum de choses qu'on aura peut-être tout le loisir de théoriser au fil de la conversation. J'essaierai pour ce faire de faire court, s'il est possible aussi par ailleurs que je m'éternise. En tout cas, on va voir comment le temps va se dilater ou se contracter là. Je vais vous montrer pas mal de choses qui sont comme des vieux dada, des trucs que je traîne depuis un moment, sur lesquels entre autres Bertrand, il y a des années, m'a entendu parler, une petite affaire que je reprends ici tout à fait différemment, mais néanmoins il va peut-être avoir une vague impression de déjà-vu. J'avais surtout envie de vous montrer des objets, et à partir d'une série d'exemples parlants, exemplaires, un peu singuliers, de vous parler de mon rapport tactile aux images, aussi comment le cinéma me touche, parce que j'ai parfois l'impression d'y toucher quelque chose, qui est un peu un des sujets du livre, bon, qui va revenir un peu en filigrane tout au long de mon intervention. Il faut aussi dire d'emblée que j'avais un peu oublié l'idée initiale que j'avais eue quand j'avais accepté, donc quand Sylvain m'avait invité, donc je dis oui toujours à Sylvain avant d'y réfléchir. Et puis après coup, je dis j'ai dû sans doute, il y a ce 2 jours, je dis de quoi ces 3 jours, de quoi j'avais bien pu penser lui parler, vous parler. Et donc j'ai fait ce qu'on fait d'habitude, on relit souvent soit la proposition qu'on avait envoyée, mais vu que je n'avais pas de proposition, vous voyez, juste un titre qui ne me disait pas grand-chose, je suis allé relire en fait l'argumentaire que Sylvano m'avait envoyé, qui concerne voilà, les termes, le programme de votre groupe de réflexion. Il est question, et puis je commencerai avec ça, donc, dans ce document, du contexte actuel, qui serait en fait l'occasion ou le prétexte des discussions qui ont cours ici, à savoir ce que l'un de vous, peut-être Sylvano, je soupçonne peut-être Sylvano, a appelé la culture avancée des images en mouvement. L'expression est évidemment très, très heureuse, mais je ne sais pas si du coup ça relègue la culture précédente à une culture reculée, en arrière ou arriérée, bref, bon. Je continue. Et donc, dont l'usage domestique du magnétoscope précise au moment près l'événement. Le magnétoscope a non seulement donné la possibilité à quiconque de voir des films ou des émissions à l'heure qu'il voulait, il lui a aussi permis de toucher aux images, c'est-à-dire de les ralentir, de les accélérer, de les mettre sur pause, de les revoir en boucle, d'en amplifier les détails par l'utilisation de la fonction zoom, etc. Bon, je retiens juste ce passage-là que je ne conteste pas, ça tombe sous le sens commun. Il demeure que bon, c'est mon petit côté archéologue du dimanche qui me fait rappeler qu'il existe, que la projection amateur existe depuis facilement les années 20. Il y a ce magnifique pâté coq en 28 mm qui a l'avantage d'avoir une pellicule qui était ininflammable, donc qui était le grand enjeu du cinéma amateur, c'est comment projeter un film sans risquer d'y perdre sa chemise et sa maison. Donc, il était un format 28 mm qui sera sur le marché de 1912 à 1920. Pas un grand succès du 28 mm, c'est un format assez bâtard. Elle sera assez rapidement remplacée par le pâté baby, qui est un format assez particulier. Donc, c'est du 9,5 mm perforé au centre de l'image, mais on ne voit pas bien la perforation qui passe, qui va être le format amateur dominant, qui fera la quantité de jeunes et de moins jeunes. Donc cette publicité pour les étrennes, donc à Noël, offrir un pâté baby, c'était ce qu'il y avait de plus chic, qui fera donc la joie de quantité de cinéphiles, jeunes et moins jeunes, jusqu'aux années 50. Le 9.5 est un format qui règne dans le domaine amateur jusqu'aux années 50. Et cette publicité-là aussi que j'aime bien, le cinéma chez soi, le monde entier à votre foyer. Et bon, en fait aussi le 9.5 comme
dans mon petit ouvrage, dans mon petit essai, Jacques Giraldo le rappelle, on pouvait en effet ralentir l'image, la faire jouer à l'envers, la faire jouer en boucle. La boucle, par ailleurs, n'a pas attendu ni la galerie d'art ni le GIF pour exister. Le kinétoscope Edison jouait en boucle. Et d'ailleurs, beaucoup des images du kinétoscope Edison vont revenir en popularité grâce au GIF aujourd'hui. Ça, c'est un autre sujet. Le 16 mm aussi règne à l'école. J'aime beaucoup cette image. C'est vraiment l'image caractéristique de l'idée du 16 mm à l'école. Mais le 16 existe donc massivement dans les écoles, souvent dans les foyers, dès l'époque. Il y a aussi, dès les années 40, la mise sur le marché de projecteurs dits analytiques, qui permet de faire de l'image sur image, de faire de l'arrêt sur image, de faire des ralentis, de jouer jusqu'à une image seconde. Donc il y a toute une série de dispositifs techniques, disons, pré-numériques ou pré-VHS qui permettent toute une série d'opérations qu'on voit, que la vidéo est censée avoir amené. Évidemment, il y a un caractère d'échelle qui est décisif, mais beaucoup de la révolution qu'on attribue à la VHS était déjà programmatiquement et techniquement mise en place déjà dès les années 20 et 30. Et sans parler évidemment du Super 8, qui a été un format assez important, où l'aspect tactile, quelque chose qui est toujours au bout du doigt, l'image qu'on peut manipuler, avec toujours cette image d'une image et d'un film à portée de main, à la fois dans la production et la projection, est assez répandu. Puis bon, on pourrait en parler assez longtemps. Il y a aussi un ensemble de films de cinéastes expérimentaux, ce que je ne m'attarderai pas du tout ici, des années 60 et 70, comme ce film de Tom Tom de Piper's Son de Ken Jacobs, qui est en fait une analyse d'un film de Billy Bitzer de 1905, où par ralenti, recadrage, redéfilement de la pellicule, image par image, fixage sur des détails de l'image, il va faire pendant presque deux heures une analyse radicale d'un film de 10 minutes de 1905, une opération assez exceptionnelle. Et bon, l'avant-garde est toujours un peu à l'avant-garde, mais beaucoup des qualités que l'on prête au numérique, qui permet en effet d'agrandir, de détailler, d'analyser, sont déjà en place avec ces projecteurs 16 mm dès les années 60-70. Il y a aussi un film que j'adore de Ernie Gear, Eureka, ce que j'ai déjà beaucoup parlé, qui reprend un film de 1906 des Mouse Brothers, un walk-through San Francisco, trip down Market Street. L'opération finalement à ralentir par 12 la vitesse de défilement. Donc en fait, vous avez une espèce d'image qui défile à une espèce de lenteur fantomatique et qui traverse San Francisco. Donc c'est vraiment un ghost ride pour le coup, un phantom ride à travers San Francisco, dans un contexte où on sait que ces images-là ont été tournées en réalité quelques jours avant le tremblement de terre de San Francisco. Donc il y a une sorte de côté spectral qui est redoublé en quelque sorte par le contexte historique de la prise de ces images-là. Et pourquoi le titre est Eureka? Deux raisons. D'une part, vers le film initial dure à peu près 7-8 minutes, celui de Ernie Gear dure presque 40 minutes. Vers la 29e minute, il y a une voiture qui passe, et c'est une publicité pour un produit quelconque, on n'avait pas à lire, mais c'est marqué Eureka. Donc un produit pharmaceutique quelconque, ou un truc, il est marqué Eureka. Il y a Eureka, le principe de la découverte, donc le I found it. En 1973, 1914, quand il découvre ce film-là, il y a un effet de découverte. Donc I found it, bon, un peu sur ce terme-là. Bon, ensuite on pourrait... Mais ce sont les deux raisons principales. Mais il y a un effet, oui, quand le titre apparaît, il y a un effet de révélation au bout du suspense, au bout du... bon, ce sont des choses très différentes dont je vais vous parler aujourd'hui, mais pour vous montrer un peu une sorte de question qui me semble important de peut-être rappeler quand on va parler de cette tactilité qui serait dévolue au numérique, ou en tout cas depuis qu'on manipule les images. Il y a une longue histoire à ce phénomène-là. Donc on célèbre avec raison l'époque du bien nommé digital, en avançant l'idée que l'on peut désormais toucher aux images, les écrans tactiles sur nos sièges d'avion, nos tablettes, des millions de gigaoctets de fichiers qui mettent à portée de main au bout du doigt à peu près n'importe quel film.
Le fantasme aussi de Minority Report, quand il manipule les images avec son doigt, d'une image constamment au bout des doigts, que l'on peut déplacer, retourner, remonter, modifier à loisir, qui nous donne accès à un accès infini à l'information. Ce toucher correspond bien donc, aux infinies possibilités de manipulation, de retouchage de l'image, mais tout ceci fait un peu négliger, c'est un peu ce que je tente de dire depuis le début, d'autres manières de toucher les images, qui seraient peut-être déjà différentes de toucher un écran, de toucher ou de jouer dans le code binaire d'une image. Et c'est en pensant à ces différentes modalités sensibles du toucher au cinéma ou de l'activité de toucher aux images, telles que quelques œuvres et pratiques issues du cinéma expérimental nous invitent à y penser, que j'aimerais présenter quelques pièces. Je le fais en parenthèse et sans pouvoir m'y attarder, mais il n'est pas inutile de rappeler qu'il existe, peut-être vous l'avez abordé dans votre groupe, toute une veine phénoménologique associée à ce qu'on peut appeler un sensuous scholarship, un sensual turn ou un bodily turn dans les études anglo-saxonnes consacrées au cinéma, depuis des textes vraiment fondateurs comme celui de Viviane Sobchak, The Address of the Eye, The Skin of the Film de Laura Marks, The Tactile Eye de Jennifer Baker. Donc il y a autant d'ouvrages qui revendiquent un mode de préhension haptique, sensorielle ou corporelle des images de cinéma, qui parlent de différentes manières de toucher ou d'être touché dans notre chair, et de l'épiderme jusqu'à nos viscères. Donc la tactilité, elle n'est pas juste épidermique, elle est aussi physique, jusque dans nos viscères. Donc c'est un peu, donc il y a tout un courant dont je suis parfaitement au courant et donc qui n'est pas au cœur de ce que je vais traiter ici, mais je pense que ce sont des ouvrages qui sont un peu derrière ma tête, là, que j'y pense un tout petit peu en présentant ce que je vais vous présenter. Je suis bien au fait que ça existe et je l'écarte un peu consciemment, disons. Je vais commencer par vous lancer quelques minutes d'un film de 1989 qui a donné son titre à ma communication, qui s'appelle Pièce touchée, un film de Martin Arnold, un cinéaste autrichien. Donc ce film a été réalisé, c'est un film, est-ce que quelqu'un l'avait vu, on a entendu parler de ce film? Dans le milieu du cinéma expérimental, c'est un des blockbusters, mettons, c'est un film qui a beaucoup circulé, qui a rapporté quantité de prix. C'est un des rares cinéastes qui vit de son métier, donc cinéaste autrichien très bien subventionné, qui à l'époque était pauvre évidemment, mais ce film-ci l'a vraiment lancé sur la stratosphère d'un petit milieu, somme toute, du cinéma expérimental. Le film a été réalisé donc en 89 à partir d'un extrait de 18 secondes d'un film d'un cinéaste de seconde zone, un certain Newman. Le film s'appelle Human Jungle, un film très connu ni remarquable, un film de série B, et qui a été choisi en partie parce qu'Arnold avait obtenu une copie du film. C'est la copie qu'il avait trouvé, une bobine 35 de ce film-là. Aussi parce que c'était un film justement qui était parfaitement négligeable dans l'histoire du cinéma, et aussi parce qu'il incarnait une sorte de degré zéro génial du cinéma hollywoodien. Donc ce petit film qui décortique, analyse, peut en révéler toutes les tensions latentes. On le voit un peu là, ça se déploie au mesure que le film avance, toute une sorte de refoulement sexuel, une frustration érotique, la tension entre les sexes, la violence des rapports hommes-femmes, mais aussi le génie, alors volontaire ou pas, de la mise en scène banale d'un film hollywoodien où tout semble être coordonné, c'est-à-dire quand l'homme va finir par, après 5-6 minutes, à rentrer dans la pièce, son mouvement est coordonné par un léger travelling avant, elle va se lever. Enfin, il y a vraiment une sophistication extrême du déplacement de caméra associé à la mise en scène des corps. Donc tout ça est analysé et décortiqué par Arnold, par ce travail très singulier qui va déployer à travers un ensemble de films depuis les années 80, depuis 89. Il le fait maintenant en numérique avec des cartoons, des très très courtes séquences de films de Disney,
des comiques, et c'est assez génial ce qu'il arrive à en tirer, avec toujours le même principe de pas de deux, là, entre 2, 3, 4 photogrammes qui fait avancer, reculer. Donc le film a été réalisé, ce qui peut évidemment surprendre, en 89, en pellicule, à l'aide d'une tireuse optique. Je dois dire que le numérique ne rend pas du tout justice, pleinement justice en tout cas au film. Moi qui l'ai projeté, j'ai vraiment compris ce film-là, que je vais le dire plus tard, je l'ai vraiment compris en le projetant en 16 mm, où là j'ai eu sous les yeux vraiment les photogrammes, et là j'ai vraiment compris l'opération, j'ai compris le geste du cinéaste qui avec sa tireuse optique, a refotographié 148 000 fois les petites images 35 mm. La tireuse optique, c'est un appareil, c'est pas celui-là qu'il emploie, mais c'est le même principe. En gros, vous avez une caméra ici, 16 mm, une Bolex, votre pellicule ici qui est enroulée et qui défile, et qu'en fait vous refotographiez image par image en contrôlant ici le mouvement. Il y a toute une espèce d'appareillage assez rudimentaire finalement. Hein. C'est une caméra et un projecteur rabouté. Son cas à lui, c'était vraiment fait à la main, c'est le cas de le dire. Le film, donc il y a toute une... qu'est-ce que j'allais dire? Oui, bon, il y a une énergie particulière assez géniale au film, hein, une hilarité aussi. Puis plus ça avance, plus le film devient drôle, en fait, par accumulation. Une sorte de hilarité bergsonienne, là, de mécanique plaquée sur du vivant, hein, qui est d'allaitement, ce bégaiement... qui est assez génial, qui est assez frustrant aussi en même temps, qui fait partie du plaisir du film. Il y a aussi une tactilité, je dirais, particulière au film, qui s'apparente un peu au mouvement d'un DJ scratchant son vinyle. Hein. Puis bon, c'est pour ça que c'est un film qui plaît beaucoup aux jeunes, certains jeunes, qui voient la culture du VJing ou la culture du scratching. Alors bon, c'était tourné, c'était réalisé en pellicule, qui a quand même une unité différente. Le film, évidemment, révèle une série de mouvements anodin, là, qui acquiert une singularité particulière par le travail auquel il s'y prête. Donc, je pense en particulier, c'est ce qui m'avait intéressé au début, quand j'ai pensé vous présenter ce film-là, au mouvement du doigt, qui rythme la première minute du film. Hein. Donc, vraiment, avant de comprendre qu'est-ce qu'on regarde, le numérique ne donne pas, encore une fois, tout à fait justice à ça, mais on comprend au bout d'une trentaine de secondes que c'est ça ce qu'on regarde. Hein. On regarde ce doigt qui bouge, qui rythme, qui pulse l'image, hein, comme le son lui-même, le son industriel mécanique là, qui bat son rythme. Le geste, ce geste est tour à tour interprété comme un geste d'impatience, qui peut être celui du spectateur aussi, qui trouve que le temps est long et qui peut tape du doigt. C'est aussi un geste, comme le reste du film nous le rappellera, érotique, sexuel, presque masturbatoire. Hein. Il y a une sorte de la femme seule à la maison. Voilà. C'est un commentaire que Arnold fait à différentes reprises, sur la dimension sexuelle presque de cette palpitation-là, dans des films qui sont en général plutôt protestants sur ce terrain-là, à cette époque-là. Le titre du film m'intéresse aussi. Donc, le titre, c'est Pièces touchées. L'autre film qu'il va réaliser en 1993 s'appelle Passage à l'acte. Les deux titres sont en français. Donc, l'emploi du français me semble assez intéressant ici. Mais pièces touchées, donc c'est un terme d'échec qui signifie l'obligation de jouer une pièce une fois touchée. Donc ça renvoie, plus généralement, au jeu de va-et-vient des pièces sur un échiquier, et aussi sans doute au jeu ou la dialectique des personnages dans le film. Ça, c'était pour ceux que je n'ai pas parlé, c'est la partition, une partie de la partition du script très précis. C'est les photogrammes. Chaque photogramme avait été identifié, et donc il avait fait une sorte de partition vraiment mesurée comme du papier de musique. Donc voilà, donc ce jeu d'échiquier entre les deux personnages, ce mouvement de va-et-vient. Le terme aussi décrit la dimension tactile du travail de l'artiste, un travail très laborieux, comme je l'ai dit, et qui me semble, cette tactilité-là du travail apparaît dans le film. Et comme je disais justement, j'ai réellement compris le film une fois que je l'ai projeté en 16 mm, il y a ça 2 ans, et que j'ai littéralement eu sous les yeux et entre les mains
cette bobine. J'ai pu voir le défilement des photogrammes individuels devant l'obturateur qui confère au film son rythme particulier. Voilà. C'est pour pièce. Tout ceci, je vous lance voilà, une série d'objets qui ont, à travers aussi de digression comme ça, disons. On va avancer à travers la communication. Donc, des objets qui m'ont été suggérés par le titre et le thème de votre groupe. Un autre objet, on pourra revenir évidemment sur tous ces exemples-là par la suite dans la discussion. Je vais vous montrer un autre exemple tout aussi fascinant et tout aussi hilarant à sa manière, issu de la même école, un peu la même école générale de réemploi ou de found footage, comme on l'appelle pour le cinéma expérimental. Donc, c'est des cinéastes qui travaillent essentiellement à partir de matériaux trouvés. Parfois, c'est un seul film, hein, comme Eureka d'Ernie Gear ou comme le Pièce touchée. On travaille sur un très très court segment et qu'on étire, qu'on manipule, qu'on réemploie. Parfois, comme dans le cas de Mathias Müller et Christophe Girardet, depuis les années 80, ils travaillent sur des corpus assez vastes de films, essentiellement du cinéma hollywoodien des années 50, 50-60. Donc, c'est deux cinéastes allemands qui travaillent sur un vaste corpus de films donc américains, essentiellement hollywoodiens, à travers un genre, donc le mélodrame, le cinéma d'horreur, la science-fiction, ou un motif, par exemple. Donc, ça va être les miroirs, qui vont faire une typologie de toutes les scènes. Il y a des miroirs, des relations entre, en construisant mon montage, en faisant apparaître voilà, les figures ou les motifs, si on veut, déterminants pour le cinéma classique hollywoodien. Ce sont aussi deux cinéastes qui travaillent un peu comme Martin Arnold à la frontière entre le cinéma expérimental et l'art contemporain. Martin Arnold a posé ses pénales depuis quelques années dans le monde des galeries, qui sont un peu plus payants en général que le monde du cinéma expérimental. Donc, il fait des installations très bien rémunérées. Pareil pour ces deux-là, qui voyagent beaucoup entre le monde du cinéma expérimental, donc monocanal, projeté dans des programmes de films expérimentaux, et le monde des galeries et le monde de l'art contemporain et des musées. Donc, ces œuvres-là, il faut aussi les imaginer dans des contextes d'exposition ou d'installation. Voilà. Le film, donc, je vais vous montrer un petit extrait, s'intitule Manual. On reste dans la tactilité, la manipulation. La source des films est essentiellement des DVD, donc des DVD de films d'espionnage et de science-fiction assez anonyme, un peu comme l'est le film que reprend Pièce touchée, donc le film anonyme des années 50-60. C'est un film que je vous montre aussi parce qu'il me semble assez exemplaire d'un type de travail sériel ou topologique ou typologique, si on veut, où on prend à bras-le-corps le cinéma, une espèce d'archive imprenable qui est l'histoire du cinéma et sa mémoire, et on en décline une figure. Hein. Ça peut être le téléphone chez Christian Marclay, hein, qui va prendre toutes les scènes de téléphone et faire le montage, ou l'horloge hein, avec l'heure, le miroir, ou des motifs chez Hitchcock. Mathias Müller et Girardet, le premier film qu'ils ont fait ensemble, un chef-d'œuvre qui s'appelle The Phoenix Tapes, où ils ont pris le corpus des films d'Hitchcock, ils les ont ramassés autour de quelques-uns des motifs centraux de l'œuvre de Hitchcock, et ça donne des choses absolument jouissives. Évidemment, ce type de travail de remontage typologique est rendu possible grâce à la disponibilité des copies et la facilité de la manipulation. L'équivalent en pellicule hein, de remontage sur un corpus aussi là serait évidemment impossible. Dans ce sens-là, c'est vraiment dans le sens des possibilités qu'offre le numérique, disons, bien qu'ils ont commencé à travailler surtout à partir de cassettes VHS. Donc le film, ça c'est la dernière image, hein, le point de contact, et c'est des films sur le contact essentiellement. Le film donc renvoie assez évidemment à ce monde tactile, à ce monde qui est aussi un monde de main d'homme. Il y a une main de femme, on voit les ongles, mais essentiellement on voit que c'est comme disaient les cinéastes, a world of boys and toys. Donc, vous savez, je
drop. Je n'arrête pas de prononcer des mots en anglais depuis le début. C'est pas du tout à mon habitude, je m'en excuse. Voilà, c'est A World of Boy and Toys. Donc à l'intersection de la main et de la machine, donc toute une relation, le doigt, le poignet, le bouton, la manette, et ce, avant le numérique évidemment, qui anticipe tout un temps contemporain de l'informatique. On voit la carte poinçonnée vers le début. Donc toute une espèce d'attirail de tableaux et de dispositifs, donc il fait évidemment bien rire aujourd'hui. Comme on sait que toutes ces machines-là, au mieux, avaient 80 codes mémoire, je ne sais pas trop quoi. Le film est donc de 2002, et évidemment une partie de l'hilarité, au-delà de l'accumulation jouissive, dans la répétition. Il y a une jouissance très particulière de la répétition dont il faudrait parler éventuellement, mais en tout cas une partie de l'hilarité vient aussi de cette confrontation entre ce monde, de la tactilité froide, aseptisée de ces machines à la fine pointe de la technologie, qui sont parfaitement obsolètes aujourd'hui, et puis elles sont rendues obsolètes par le montage du film, c'est-à-dire tout cet appareillage ne finit par allumer rien, tourne sur lui-même, c'est des moyens sans fin en quelque sorte. Et donc la relation entre ce monde des machines et notre relation contemporaine à la tactilité. Une chose qui me fascine, c'est à quel point c'est un monde où il fallait quand même déclencher des choses, alors qu'aujourd'hui, notre tactilité, c'est à peine du bout du doigt, on arrive à faire chavirer un monde entier. On touche à peine, c'est un peu le fantasme de toucher sans toucher, à peine en effleurant du bout du doigt, alors qu'à l'époque, il fallait quand même manier, ouvrir. Les bruits, les sons sont sont élogieux. Oui, tout à fait. Il y a une espèce de musicalité de la machine à l'œuvre. Et je pense qu'il fait tout le charme désuet et brillant du film. Ce qui caractérise aussi le film, c'est à ce monde, parce qu'au début, le film devait être uniquement juste des boutons, juste des boutons, puis des mains d'hommes qui touchent des choses. Puis ils ont regardé le premier montage, ils trouvaient qu'il manquait quelque chose, il manquait une présence, il manquait une énergie. Et en fait, ils ont eu l'idée de rajouter à ça une trame sonore avec des voix féminines prises de films de mélodrames à l'affectivité exacerbée. Donc ça rajoute une espèce de sensualité un peu trouble, une espèce d'érotisme de la machine à l'ensemble du film qui me semble, qui fait partie de l'intérêt aussi de l'œuvre. Le film renvoie aussi, en tout cas c'est ce qui m'intéresse, ce pourquoi j'ai voulu vous le montrer, à une forme de mémoire tactile, une mémoire digitale, si on veut, une mémoire intime que nous pouvons avoir du cinéma. C'est en tout cas ce que les cinéastes eux-mêmes répètent souvent, que les films, donc, que Mathias Müller et Girardet répètent souvent, que les films qu'ils réemploient sont des films qui viennent de leur enfance, qu'ils ont vus jeunes, qui les ont marqués, et qu'ils retrouvent aujourd'hui, donc en DVD, donc des films qu'ils avaient vus à la télévision pour l'essentiel, qu'ils retrouvent, manipulent, s'approprient, réinventent, mais à partir de cette mémoire sensible qu'ils avaient de ces images-là. Donc hors de toute capture dans les filets du récit et de la fiction, ce qui nous retient et nous revient souvent des films, quand on y pense, c'est cette gamme de sensations tactiles, de sons, d'engrenages électriques associés à des gestes, toute cette machinerie un peu toc qui tapisse notre mémoire des films de science-fiction ou d'espionnage. Sans avoir vu aucun de ces films, on est, j'imagine, nombreux à connaître ces films génériques par cœur. Donc, que vous les ayez vus, vous ayez vu ce film particulier ou pas, vous savez exactement, je ne sais pas pour vous, en tout cas moi je sais exactement d'où ça vient, quelque part dans ma mémoire, les morts de Silvano et Bertrand sans doute aussi, vous sans doute aussi j'imagine. Ce sont des films qui renvoient à une espèce de mémoire de films génériques comme ça. C'est deux exemples un peu pour se mettre en appétit. Il y a évidemment plusieurs autres façons de penser dans le cinéma expérimental ou d'avant-garde, donc de penser à cette dimension tactile des images. Une des premières choses qui m'est venue en tête, c'est cette image que peu de gens voient
et peu de gens commentent. Il y a Didier Huberman qui a fait une analyse assez belle dans un de ses ouvrages sur l'empreinte. C'est la dernière image qui dure littéralement 8 photogrammes, ça passe inaperçu, à la fin d'Anémique Cinéma, d'un classique de Marcel Duchamp, où vous avez cette image très ambiguë, très fascinante et ambiguë. Donc c'est littéralement, moi pour avoir vu la pellicule, c'est vraiment 8 photogrammes, ou 12 photogrammes, c'est à peine une seconde d'image, où vous avez ce copyrighted by, donc vous avez le copyrighted, donc qui est fait de signature, de garantie. Vous avez la signature, le pseudonyme, mais néanmoins la signature de Marcel Duchamp. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est cette empreinte digitale sur le film, évidemment, qui est démultipliée en 8, autant de copies. Donc, évidemment, Marcel Duchamp, qui est fasciné par l'idée de reproductibilité, c'est bien que son empreinte digitale, elle est recopiée à l'infini, donc elle ne fait pas preuve d'unicité, hein. Elle est démultipliée. Donc c'est un jeu assez ironique sur l'idée de l'unicité de l'empreinte par rapport au médium qui est lui-même, médium photographique qui est lui-même reproduit potentiellement à l'infini. Ce qui me semble néanmoins intéressant pour un auteur, pour un artiste qui a vraiment beaucoup réfléchi à l'idée d'auteur, c'est cette signature paradoxale, hein, par l'empreinte digitale qui indique, qui marque, voilà, qui indique sa trace, qui nous indique son passage sur l'image par son pouce. Hein. Cette présence des mains, des doigts dans le cinéma d'avant-garde est assez fréquent. Il y a plusieurs exemples que j'aurais pu vous donner, donc de films collés, coupés, où on voit vraiment, ou en tout cas on sent, même si les mains ne sont pas là, on sent la présence d'un travail laborieux artisanal sur les images. Donc les cinéastes nous redonnent presque à voir leur travail manuel sur le film. C'est le cas d'un autre cinéaste très important, de la même écurie, disons, connu en tout cas de cette génération de cinéastes qui travaillent sur le réemploi. Un cinéaste qui s'appelle Peter Cherkassky, cinéaste autrichien. Un très beau film qui s'appelle Dreamwork, où en plein milieu du film, vous avez une séquence où il nous montre sa manière de travailler ou de produire les images qu'on est en train de voir. Vers le milieu... c'est dans le milieu de ce film de 2001, Dreamwork, un film assez bruyant et génial, qu'il faut encore une fois voir idéalement. C'est un 35 mm cinémascope, hein, donc c'est une image plus grande que nature. Là, elle est vraiment miniaturisée, numérisée. Ça donne pas du tout l'image, mais bon. Ce qui m'intéresse ici, c'est plusieurs choses. C'est ce moment justement où on voit les mains de Cherkassky à l'œuvre, et où en fait il nous montre un peu comment il travaille. L'essentiel du travail de Cherkassky consiste par contact. En fait, il refait ses films par contact, donc en réexposant de la pellicule, donc en prenant une pellicule 35 mm par exemple d'un film déjà exposé. Vous avez un visage par exemple, il va réexposer une zone d'une nouvelle pellicule vierge, d'une pellicule négative. Donc par contact, donc c'est une impression par contact, il va réimprimer une nouvelle pellicule. Sur ce même procédé-là, il va réaliser, en suivant une technique déjà employée par un pionnier dont je vais parler dans un moment, une série d'autres images par contact qui consiste où il s'agit entre autres de mettre des objets sur une pellicule non exposée et d'envoyer un flash lumineux. Notamment, et c'est un renvoi explicite à un film de 1923 de Man Ray. Donc Man Ray qui est le cinéaste du rayogramme, entre autres, donc, qui a développé cette idée d'une pellicule photographique d'abord, cinématographique ensuite, qui est exposée, sur laquelle on a posé différents objets, des épingles, des punaises. Et donc c'est un hommage à Man Ray, et en même temps, il y a une monstration, hein, on voit les mains à l'œuvre, on voit le travail manuel qui est fait sur la pellicule.
Donc, on voit cette image donc, des punaises disposées sur la pellicule qui explique un peu l'image qu'on vient de voir quelques secondes avant, en partie du moins. Donc cette image de cette figure dansante, cette espèce d'objet abstrait qui danse, qui est en réalité en fait des punaises. Man Ray est un des cinéastes intéressants de ce point de vue-là. On dit souvent que Le Retour à la raison, c'est le premier film d'avant-garde, le premier film qui combine plein de techniques, notamment la technique du film sans caméra. L'essentiel du Retour à la raison a été fait sans caméra, donc par exposition sur la pellicule 35 mm à l'époque de différents objets, des boutons, du sel, du poivre, des punaises, des épingles, des spaghettis, pas des spaghettis, des macaronis. Enfin, il a mis des petits ressorts qui génèrent, une fois projetés, une espèce d'effet papillotant, clignotant, un peu comme ce qu'on a vu avec Tcherkassky. Parmi les choses intrigantes du film, il y a cette image, puis là encore une fois, il faut voir la pellicule pour le comprendre. Quand vous voyez le film, vous ne le voyez pas. Il a littéralement couché sur la pellicule Kiki de Montparnasse, sa muse, sa maîtresse. Donc il a pris donc une série d'images photographiques, il a littéralement couché par une espèce de photomontage par surimpression. Il a littéralement fait un portrait de sa femme nue, enfin de sa maîtresse nue, qu'il a allongé sur la pellicule. Et donc, quand la pellicule défile, vous voyez au mieux le bout du sein, un peu, bon, mais c'est impossible de voir cette image-là qui défile évidemment beaucoup trop vite, et elle n'est pas séquencée pour donner une image animée. Donc c'est une image cachée, cachée aux yeux des censeurs et d'autres, mais qui relève de cette espèce de rapport, encore une fois, non pas tactile juste au photographe, mais aussi à la pellicule elle-même, qui devient une surface sensible sur laquelle on peut déposer des choses et déposer un corps. Cette technique, je vais prendre mon texte. Donc c'est l'idée en fait d'un film réalisé par contact et qui bien souvent, comme c'est le cas de ces images-ci et ces images-ci, renvoie à un travail, je dirais, manuel, laborieux hein, sur la matière du film. Il y aurait un certain nombre d'autres exemples à travers l'histoire du cinéma expérimental qui nous montrent ce type de travail-là, cette dimension assez hands-on, si on veut, ou tactile, qui est au cas de quantité de films expérimentaux qui sont nés du contact avec la nature ou avec des objets quotidiens ou avec le monde naturel. Des films qui sont par ailleurs souvent eux-mêmes développés à la main et pour qui le labeur du travail manuel est totalement inscrit dans le processus créateur du film. J'aurais pu aussi, je le mentionne en passant, parler du rôle des mains chez les cinéastes comme Farocki ou Godard, hein, chez qui la main est un outil pour penser et qui souvent mettent en scène leurs mains dans leurs films essais. Hein. Il y a beaucoup de films de Harun Farocki où la main est un joueur important et vraiment la main est montrée comme un outil pour penser avec les mains. C'est un peu autre chose que je vais vous montrer maintenant. Donc parmi les grands classiques du cinéma d'avant-garde, du cinéma expérimental, il y a ce film de 1963 qui s'appelle Mothlight. Je n'ai pas donné le titre ici, donc c'est Mothlight, donc papillon de lumière, si on veut, phalène de lumière, qui est né d'un travail sur la pellicule qui n'est pas sans rappeler quelque sorte un peu le travail de Man Ray avant lui. C'est un film à travers lequel Brakhage exprime une partie de ses angoisses ou de ses anxiétés par rapport à la mort. Il raconte souvent, et je le répète souvent, le contexte dans lequel le film a été réalisé. En 1963, il était en pleine anxiété, il était en train de terminer un grand cycle de films, il vivait très pauvrement, au Colorado avec ses 2 ou 3 enfants,
Et il y avait sur son balcon, l'été, ces fameuses lumières, vous savez, l'espèce de lumière électrique dans laquelle les papillons viennent crever. Et il regardait cette lumière et ces papillons qui allaient vers la lumière mourir. Et il se disait, au fond, c'est un peu comme moi, je suis attiré par la lumière du cinéma et je suis en train d'y perdre ma vie et d'y perdre ma peau, etc. Donc, comment faire pour rédimer à la fois... les doigts dans la grille. Il a fait mieux, il a fait un film. Un film qui fait une sorte de manière de célébrer, de conjurer, au fond, sa peur de la mort ou sa fuite dans la lumière. Donc, un film fait entièrement à partir d'éléments naturels, fait à partir essentiellement donc d'ailes de phalènes, de bouts de branches, de choses trouvées dans son jardin, qu'il a littéralement collé sur la pellicule 16 mm assez laborieusement. Et là, encore une fois, on sent, en tout cas, on voit ou on comprend le travail de découpe, le travail manuel, artisanal qui est fait sur la pellicule. C'est un film classique, encore une fois, de Brakhage, qu'on trouve aujourd'hui sous toutes sortes de formats. Il existe en Blu-ray, il existe sur YouTube dans plein de versions différentes, des versions des mash-ups. Oui, ça va être de l'autre bord d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est sur mon Super 8. Ouais. Donc, il existe dans bien des versions, dans bien des remakes, des remakes, il y a des versions mash-up avec de la musique ralentie de ce film. Et en même temps, pour l'avoir souvent montré, je pense qu'on peut réellement le goûter, qu'on a réellement le sentiment de réellement toucher des yeux ce film, que si on le voit projeté. C'est ce qu'on va faire. C'est littéralement une nature morte réanimée par la lumière du projecteur. Oui. Est-ce que c'est la bobine originale de Brakhage? Non, évidemment non. Non, ce sont des multiples copies qui ont été faites. Ça, c'est une copie que j'ai obtenue, mais on n'est pas loin. C'est-à-dire que c'est une copie qui a été vraiment tirée à partir de l'original, c'est-à-dire à partir du nez négatif. En gros, vous aviez, mettons, la pellicule d'origine 16 mm avec les ailes de papillon. Il en a tiré un négatif. De ce négatif, de cet internégatif-là, il a tiré différentes copies. C'est une copie qui, elle, a été tirée vraiment du négatif d'origine. C'est une copie qu'on a obtenue il y a quelque temps de la veuve de Brakhage, qui est un peu la gestionnaire qui assure la gérance de la mémoire et de la circulation de ces films. Elle nous a vendu une copie il y a quelques années qui doit être montrée seulement à l'UDM normalement. On a le privilège de pouvoir sortir quand on donne des cours sur le cinéma expérimental. Parmi les épiphanies que j'ai eues dans ma vie et qui expliquent en partie ce que je vais faire dans un bref moment, il y a une rencontre ici avec un homme, il est beaucoup plus vieux que là sur la photo. Il s'appelle Peter Kubelka. Peter Kubelka, un cinéaste autrichien, on est beaucoup dans l'Autriche aujourd'hui, visiblement, arrivé aux États-Unis aux années 60, a développé, moi je l'ai vu en 2002-2003, il donne des espèces de cours performance, projection. L'œuvre de Kubelka est assez comique au fond parce qu'il a réalisé entre 58 et 60 3 films, 4 films, 3 films qui totalisent au mieux 17 minutes de film. Et c'est près tout ce qu'il a réalisé jusqu'en 2008. Et sur ces 17-18 minutes de film, un petit peu plus, en 67, il a fait un film de 15 minutes. Mais sur ces à peu près 40 minutes de film, en gros, il a fait toute sa carrière. Donc, c'est des films métriques. Il
il avait cette espèce d'idée de réaliser pour le cinéma ce que, je sais pas, Schoenberg, Webern, Beethoven, Mozart avait fait pour la musique. On fait créer des œuvres parfaites qui étaient dans un parfait équilibre et qui, donc, dans un parfait rapport à l'unité. Donc, si la musique, l'unité de base, c'est la note, le film, l'unité de base, c'est le photogramme. Et voilà, donc, il a une théorie très complexe sur ce que c'est l'unité de base du cinéma et comment ces films sont composés en fonction de cette unité de base-là, sur des règles mathématiques très compliquées, 8, 16, 32 photogrammes répétés, négatifs, positifs, enfin, tout un système impossible à comprendre quand vous voyez les films. Quand vous voyez les films, c'est juste une espèce de défilement d'images où on sent une structure, mais il est dur à deviner. Il faut vraiment que le bonhomme vous l'explique en long et en large. Mais parmi les choses que Kubelka fait, les nombreuses choses durant ces interminables conférences, où souvent vous allez avoir 6 minutes d'image, mais vous allez avoir 2h15 de conférence où il fait l'histoire des images, depuis les papous jusqu'à je ne sais trop quoi. Bon, il y a toute une sorte d'anthropologie des images assez fascinante sur le rythme, le battement, la synchronisation du son et de l'image. Il fait une chose assez particulière, il fait défiler la pellicule auprès du public. Donc ça, c'est il fait défiler cette image donc, qui vient de son film le plus connu, qui s'appelle Arnulf Rainer, film fait en 60, qui est en fait un film qui fonctionne en gros sur 4 unités, donc son, silence, image, pas d'image. En gros, donc noir, blanc, bruit blanc, silence. Et sur ces 4 unités-là, donc un film réduit vraiment à sa plus simple expression. Le cinéma, c'est image, pas d'image, son, pas de son. Bon. Partons de ça et composant un film de 9 minutes qui s'appelle Arnulf Rainer. Et souvent, après ou avant la projection, il demande au projectionniste de descendre, il déroule la pellicule auprès du public. Dans la foule, donc moi j'ai vécu ça en 2002 à Montréal, c'était assez particulier, donc vraiment de tenir, vraiment de toucher l'image, pour le coup. Ce qui m'intéresse beaucoup dans cette image-ci, c'est que vous avez différentes manières de toucher l'image qui se font compétition, en tout cas qui sont en tension, différents modes de préhension de l'image, 2 types de gestes, de tenir, toucher le film d'un côté, et tous ces gens qui se prennent en photo ou qui touchent le moment, qui veulent en tout cas saisir le moment avec leurs appareils photo, leurs appareils numériques. Il y a entre autres ce type-là qui se fait un selfie qui me fait beaucoup rire. Vous voyez là en plein centre, là, donc il est en train de toucher, il touche la pellicule d'un côté puis se fait un selfie en même temps. Donc c'est 2 modes évidemment de saisir le moment, hein, d'appréhender le moment, qui m'a fait penser à ceci, qui est en fait une projection, une vidéo YouTube où l'utilisateur, l'usager explique, il dit, I filmed this brilliant film during its projection at Centre Pompidou on 25th of September 2010. Évidemment, pardon. Ah non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu marches pas? Fatalement, ça arrive. Ouais, c'est bon. Fatalement, l'image est mal cadrée, elle est un peu floue, elle va demeurer floue tout le long tout le long de la vidéo. J'imagine que cette pauvreté presque de l'image un peu mal cadrée, un peu mal foutue, est presque devenue un gage d'authenticité aujourd'hui. Hein. Donc vous avez un cas où le ça a été du film, si on veut, est remplacé par le j'y étais. La preuve, voici. Et plus l'image est floue et plus mal foutue, souvent, plus elle garantit qu'il y a eu expérience. Un côté surface, en fait, la pellicule est traitée comme une surface, comme une toile. Et en fait, moi, je me rends compte aussi que pour expliquer
pour expliquer le cinéma aux enfants. C'est assez dur d'expliquer le cinéma aux enfants qui sont habitués à certains types d'images animées. Et si vous essayez d'expliquer qu'est-ce que c'est un pixel, c'est un peu abstrait, alors que la pellicule, c'est assez concret. En fait, ils sont assez fascinés. Voilà, donc c'est une espèce de rapport tactile aux images emballe encore les enfants. Voilà. J'avais juste terminé avec le temps qui me reste. J'ai 2-3 petites choses que j'ai envie de vous raconter encore. Une remarque un peu plus en passant, puis ensuite un petit punch final. J'aimerais donc terminer avec une question qui relève de la cinéphilie, un peu dans la foulée de certaines choses que j'ai pu écrire dans le livre. Donc une cinéphilie comprise non pas simplement comme le fan qui aime le cinéma, qui dévore les films, mais les cinéphilies comme un lieu d'une expérience privilégiée ou particulière, en tout cas par rapport aux images. Une cinéphilie pensée comme une expérience sensible. Une des façons de penser la cinéphilie, je dirais dans son versant classique, vraiment basinien pour le coup, serait de penser la cinéphilie en lien avec son attachement à une certaine définition que j'essaierai de transmettre de manière pas trop bête et pas trop idiote du réalisme photographique. En gros, l'idée que le cinéma puise sa puissance en raison de ce caractère photographique. L'idée que la pellicule est un contact avec quelque chose et que ce que l'on voit, c'est la chose elle-même. Hein. Bazin va jusqu'à dire c'est la chose elle-même. Évidemment, ça fait rire tout le monde et tout ce qu'on veut. Mais il demeure que, moi, je pense qu'une des manières de reconcevoir et de penser la puissance du cinéma, c'est de voir comment ce contact avec les choses est au cœur même d'une certaine manière de l'expérience cinéphilique, même si elle tend à se disperser, à se perdre aujourd'hui. L'idée, en gros, qu'à travers le cinéma, il y a une forme d'expérience du monde sensible qui nous est redonnée, en quelque sorte, hein, qui est sauvée, qui est reconquise. Et on le voit qu'en tout cas, moi, les cinéastes qui m'intéressent sont ceux qui, à différence de garde, depuis le cinéma expérimental jusqu'au cinéma classique ou au cinéma néoréalisme ou autre, hein, ce sont des œuvres qui me redonnent une certaine forme de contact sensible, matériel avec une forme de réalité, que ce soit Apichatpong, Véracetakul, que ce soit tous ces cinéastes, Bresson ou d'autres, hein, et où souvent les mains ont un rôle assez important. Voilà. Cette idée donc qui rejoint tout ce que Bazin déploie à toute son œuvre, l'idée l'empreinte, l'idée du champ sémantique, de l'empreinte, du moulage, du fossile, de la momie, du changement, qui renvoie tous à chaque fois à une espèce de contact dont le film serait l'interface, la surface sensible. Le cinéma étant ce médium qui me permet de toucher le point de contact avec un réel évanoui. Hein. C'est cette idée que Derrida développe à la fin de Mal d'archives quand il parle du fantasme de Arnold dans la nouvelle de Jensen qui veut retourner à Pompéi pour retrouver le moment du contact. Non pas seulement le moulage lui a donné l'indice, mais il veut aller retrouver le lieu, l'endroit de l'impression, le moment où l'impression a eu lieu en quelque sorte, hein, l'arqué de l'impression, qui est un moment assez fort, je pense, à la fois de ce livre-là et de la pensée de Derrida en général. Et il y a un peu de ça, je dirais, chez Bazin. Certaines des plus belles pages de Bazin décrivent cette manière par laquelle soudain un film, une scène, un détail, un moment, nous font toucher une réalité qui semble s'être échouée sur la pellicule. Il parle, dans un de ses textes, où il parle des actualités, de l'histoire qui tombe en pellicule, hein, donc qui tombe comme une desquamation, hein, donc la réalité fait régulièrement sa mue, perd de sa peau, et cette peau se dépose sur la pellicule. La pellicule étant aussi une peau, c'est littéralement la peau de l'histoire que la pellicule photographique recueille et porte. Et on a périodiquement parfois
cette impression de rencontrer par contact avec l'image un peu de cette peau de l'histoire, ou en tout cas du moment saisi par un film. Cette phrase, évidemment, bien connue de Bazin à propos d'Umberto D et de ce moment très particulier qu'il semble avoir en tête en écrivant cette phrase. Il dit, donc cette phrase sur laquelle, évidemment, Deleuze va revenir et va en faire tout son miel au début de l'image-temps, où il dit la caméra suivant en se rapprochant le mouvement de la jambe, c'est le tâtonnement des orteils contre le bois qui devient finalement l'objet de l'image. Bon, tout le texte est immense, hein, mais il y a une description très précise de la scène dans Umberto D quand la jeune bonne moule le café, et tout le texte est construit comme dans l'aphorisme de Pascal, hein, tu sais, qui réduit les pattes de la mouche, de la fourmi, en tout cas, une sorte de jeu d'échelle. Toute la phrase se réduit à soudain, hein, à ce point de contact de l'orteil et de la... donc la jeune fille fait ceci, cela, puis la caméra se rapproche jusqu'à ce qu'on on arrive vraiment voilà, au point de contact, les orteils, le point de contact entre les orteils et le bois. Donc une scène qui est souvent citée, souvent reprise. La phrase de Bazin est également souvent citée, souvent reprise, notamment par les théoriciens de la cinéphilie, Christian Keithley entre autres, hein, qui parlent de ce genre de moments-là comme étant des moments cinéphiliaques, cinephiliac moment, des moments cinéphiliques privilégiés, dans la mesure où ils sont garants de ce que Keithley appelle a sensuous experience of materiality in time. Donc une sorte de contact sensible avec une matérialité temporalisée, pour ainsi dire. Et sans pouvoir m'y attarder, je retrouve un peu cette matérialité sensible, cette expérience sensible, matérialité dans le temps, dans cette séquence très brève, c'est 1 seconde littéralement qui donne son titre à mon petit essai sur la cinéphilie. Je me suis rendu compte ce matin que la position des mains est un peu la même que celle de la... Je vais vous enlever ça. Une main ici et l'autre main qui tient autre chose. Ça m'a frappé la symétrie presque entre les images ici. La porte commence à s'ouvrir. Ouais, c'est ça, ça va commencer à devenir... Bon, ça peut être intéressant de faire la même chose avec ma seconde. Ma seconde étant en effet cette hésitation qui dure 1 seconde où la main hésite, hein, où il ne sait pas où placer sa main. Tout à coup, c'est plus la main de Alexandre ou Paul dans le film, mais bel et bien la main de Jean-Pierre Léaud qui hésite. C'est l'espèce de ce que j'ai appelé une pérégrination, hésitation de la main que je fétichise un peu dans ces 3-4 photogrammes où l'acteur ne sait plus très bien où placer sa main, et j'ai le sentiment bel et bien de rentrer en contact avec ce moment, ce corps, ce lieu, la surface du blouson en tweed, et que je ressens sous mes doigts en quelque sorte, hein. Donc il y a une sorte de dimension tactile dans la fétichisation d'un moment, d'un détail de l'image, voilà, qui se retrouve ici. On pourrait y revenir si vous voulez. Je vais terminer sur une petite chose un peu particulière. Quand Silvano m'avait écrit, il m'avait parlé, donc, pour même inviter, il m'avait dit une partie de l'idée de ce groupe de recherche est venue à propos d'une remarque de Didier Huberman, pour qui le rapport aux images, donc épistémologique et sensible, avait changé au moment où il avait pu manipuler avec les différents logiciels les images. Remarque que je trouve évidemment extrêmement intéressante et fascinante. Et je me dis, bon, moi, mon rapport aux images a changé quand? Voilà ce que et je pense que c'est beaucoup rattaché, un peu comme vous avez pu le voir, parce que moi, j'ai commencé à projeter les images moi-même, à toucher littéralement le film, à le faire circuler auprès de gens, mais aussi depuis que je m'intéresse au Super 8. Donc, ça fait plusieurs années, mon père tournait en Super 8, donc j'ai grandi avec l'odeur de la colle et des souvenirs très précis de mon père manipulant de la pellicule Super 8. J'ai beaucoup tourné en Super 8 et je me suis surpris aussi à collectionner des films Super 8. Désolé pour le son. À collectionner des films Super 8
un peu à temps perdu, vraiment pas du tout de manière active, vraiment à temps perdu. Et sans trop savoir ce que je faisais, j'ai à un moment donné acheté un lot dans lequel je trouvais cette bobine qui pue terriblement le vinaigre. Je ne sais pas si vous le sentez jusqu'ici. Et c'est marqué 1938. Un film 1938, Famille couleur. Un film couleur de 1938. La couleur à l'époque était moins fréquent, plus fréquent qu'on le pense en fait pour les pellicules amateurs. Le 16 mm et le 8 mm existent en couleur depuis 1936. Kodak, bon, il y a beaucoup de pellicules couleur. Le Kodacolor qui a été redécouvert récemment par mon collègue Louis Pelletier, je peux vous en parler. Bref, voilà, le 8 mm en Kodachrome couleur est en circulation depuis 1936. Donc c'est quelqu'un qui a mis la main sur une bobine en 1938 et qui a réalisé ce film en 1938-39. Donc un petit film de famille. Ce qui m'émeut beaucoup, et ça a pris du temps avant de comprendre en fait ce que j'avais entre les mains, bien que je tournais beaucoup en Super 8, essentiellement sur des pellicules réversibles, j'avais oublié, ou en tout cas je ne m'étais pas rendu compte, je n'avais pas pris conscience de manière sensible qu'avoir une pellicule réversible entre les mains, c'est qu'en fait vous avez l'original. Vous avez en réalité la pellicule, il n'y a pas de négatif dans les pellicules réversibles. Vous avez littéralement la pellicule qui était dans une caméra Bell & Howell 8 mm en 1938 qui a filmé, qui a impressionné, qui était impressionné par une scène de villégiature dans le nord de l'Ontario. Juste installer ma bobine qui est une vieille affaire qui pourrait me péter entre les mains. Je l'ai numérisé. Le fichier numérique sera plus lisible dans 4 ans. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, cette idée donc, de toucher l'histoire et le temps, donc, juste une seconde. Excuse-moi. Je vais faire mon foyer. Donc, c'est du 8. Le 8, ça va aller mieux. Excuse-moi. Je vais faire mon cadrage. Où est-ce qu'il est le cadre? Ah, il est là. Donc, je finis. Donc, le film que je dis est en couleur, en Kodachrome, donc cette pellicule, qui sera par ailleurs la pellicule la plus vendue de l'histoire. Hein. Il y en a des millions de kilomètres qui vont être vendus à travers le monde. C'est la pellicule qui s'est aussi retrouvée dans à peu près dans tous les foyers en Amérique du Nord et bientôt en Europe. C'est aussi la pellicule qui s'est retrouvée dans les caméras des soldats canadiens, américains qui sont allés filmer au front. Les Allemands et les Russes avaient de l'Agfa Color. Il y a des résultats un peu semblables. Donc 38-39, forcément, il y a ce contact-là avec l'histoire, et comme si cette image-là, banale de famille, cache aussi ou révèle un hors-champ qui apparaît de manière assez sensible, il me semble, dans l'image. Donc c'était donc, comme je l'ai dit, ce film-là, cette pellicule-là, qui était dans la caméra, qui a capturé ces images, donc innocentes et un peu insouciantes, prises en villégiature dans le nord de l'Ontario. Donc je vous passe ça, ce petit bout de temps et de lumière échoué en pellicule, une pellicule qui a vieilli, qui s'est un peu asséchée, qui risque de briser, qui sent un peu le vinaigre, que je manipule régulièrement, que je passe entre les doigts et que je vais déplacer maintenant sur un semblant d'écran. Je vais blesser sur ces quelques images